Bonjour à tous, c'est parti pour le grand débrief de Smartech. Aujourd'hui, autour de la table, j'ai le grand plaisir de recevoir Imen Kabouya. Bonjour Imen. Bonjour Delphine. Partenaire chez Wavestone et puis Stéphane Roder. Bonjour Stéphane. Bonjour Delphine. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ah oui, trop longtemps. Président d'AI Builders et Julien Pillot. Julien, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Pas si longtemps, mais c'est toujours un plaisir, enseignant-chercheur en économie à l'INSEC. On va parler ensemble. Je vous ai posé la question sur LinkedIn. Est-ce que vous avez vu ce document de France Télé, influence mortelle, la face cachée de TikTok, voilà, et figurez-vous que le ministre de l'Éducation, lui, l'a regardé et ça l'a visiblement fait réagir puisque dans la foulée, il a transmis un signalement à la justice. On en parle aujourd'hui dans notre débrief. On va aussi faire notre petit jeu de revue de presse tech et sortir nos cartons rouges, cartons verts, on va dire ce qu'on pense d'OpenAI qui arrête Sora. On va parler de la proposition de loi aussi du socialiste David Ross pour encadrer l'implantation des data centers en France et de l'endettement décidé par Mistral AI aussi pour créer ses propres data centers. Mais on commence avec la guerre en Iran et les infrastructures IT qui sont des cibles comme les autres désormais. Pour lancer cette discussion, on est connecté avec Vincent Balouet. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes le PDG fondateur de maîtrisedescrises.com, donc plateforme de gestion des crises IT, mais plus largement d'analyse, d'anticipation des crises systémiques. Avec vos lunettes d'expert IT, comment est-ce que vous regardez l'évolution du conflit en Iran déjà ? Alors, pas très bien, vu ce qui s'est passé cette nuit avec les déclarations de notre ami Donald Trump qui continue de vociférer et de menacer. Au fond, c'est ça. Mais pour ce qui nous concerne, le sujet IT, on peut le découper en 4 sujets assez distincts. Le premier, c'est les data centers. Donc, comme vous le savez, il y a eu 4 data centers qui ont été bombardés dans la région. Oui. Alors, bombardés par des drones, 400 kilos d'explosifs. Et un data center là-bas, ça fait des kilomètres de long. Donc, il n'y a pas de quoi, disons, raser les infrastructures informatiques là-bas, mais les endommager suffisamment pour qu'elles ne fonctionnent plus normalement. Et par-dessus le marché, la réparation est compliquée parce que c'est au fond du Golfe et le détroit d'Ormuz est fermé, donc ça rallonge encore les délais. Mais en gros, les data centers, ce qui se passe là-bas, c'est que maintenant, le tabou est tombé et ils sont identifiés comme étant des cibles potentielles, comme une usine, une infrastructure militaire ou quoi que ce soit. C'est un peu la première fois qu'on bombarde des data centers. Tant que ça va pas plus loin que ça, le PIB mondial n'est pas en danger à cause de ça. Ça n'ira pas beaucoup plus loin. En revanche, si ça devient une mode, entre guillemets, de bombarder les data centers à chaque fois que les uns et les autres s'énervent, y compris socialement chez nous, souvenez-vous quand même, il y a eu des câbles télécoms et des départs de feu sur des data centers en France au moment des Gilets jaunes. Donc, si les data centers sont maintenant des cibles courantes, le vent pourrait tourner. Mais pour l'instant, ça va pas plus loin que ça. Le deuxième sujet, c'est les câbles. Alors là, par contre, c'est une autre paire de manches, parce que si on veut faire du mal à l'Occident, là, les câbles, c'est beaucoup plus efficace. Pour l'instant, les dernières coupures de câbles un peu sévères, c'était plutôt avec la guerre Ukraine et les mers dans les câbles dans la mer Baltique. On en avait déjà parlé, je crois. Pour l'instant, on n'a pas eu ce type d'événement sur la guerre en Iran. Non, depuis le début de la guerre actuelle sur Iran, il n'y a pas eu de coupure de câble, en tous les cas pas à notre connaissance. Et donc, cela dit, les Chinois et les Russes se vantent d'avoir des robots découpeurs à la mer, des sous-marins et tout ce qu'on voudra pour aller nous faire du mal. Donc, s'ils coupent, disons, un câble ou deux, franchement, ça va aller. Je parle pour les DSI en France, hein. Oui. Si c'est un petit peu plus que ça, il faudra quand même regarder. Le scénario noir chocolat foncé, c'est que sur réaction Israël-États-Unis contre l'Iran, la Russie et la Chine s'y mettent et couplent largement les câbles intercontinentaux qui sont dans l'Atlantique et dans le Pacifique, histoire d'isoler les États-Unis. Alors là, évidemment, ça change complètement. Et bon, on n'en est pas là pour l'instant, mais là, ça reviendrait à couper les États-Unis du reste de la planète Internet. Et évidemment, là, les perturbations sont complètement majeures chez nous. Mais là, vous parlez justement du personnel IT en France. Aujourd'hui, est-ce qu'ils doivent s'organiser, se préparer à quelque chose en particulier ? Ah bah oui, nous ce qu'on recommande tous les jours, quasiment à nos abonnés, c'est de mettre sur la table les grands scénarios d'aggravation. Enfin déjà de faire le point sur ses dépendances Moyen-Orient dans son système d'information. Ouais. Si on a un data center là-bas, si on a un SOC en Inde, il y a des tas de gens dans les grandes entreprises qui ont des tas d'installations et des tas de services qu'ils achètent, des services web, etc., qu'ils achètent, disons, plutôt ou en traversant cette région-là. Donc la première chose à faire, c'est de savoir ce qu'on a, et 2, de faire les scénarios sur la table, sachant qu'au Moyen-Orient,
Moyen-Orient, on est dans une zone d'instabilité complètement majeure, mais que finalement le pire n'a pas encore eu lieu quelque part. Hein. La cyber, si vous regardez bien, n'est pas encore rentrée dans le grand jeu de cette guerre. On est plutôt à se bombarder des usines d'eau, des terminaux pétroliers et bloquer le détroit d'Ormuz, mais pour l'instant, la guérilla informatique n'a pas commencé. Il y a la question quand même aussi du coût de l'énergie. Est-ce que ça peut avoir une influence sur les perspectives d'ultra-croissance, par exemple, autour de l'intelligence artificielle? De l'IA, ouais. Alors, il y a l'IA, il va y avoir deux choses. Il va y avoir le sujet transport, enfin fabrication, transport des matériels, parce que tout ça, ça vient de là-bas, et il faut quand même sortir des métaux, des mines, pour pouvoir fabriquer des serveurs et des puces à haute capacité. Donc, oui. C'est la première chose. Et puis deux, alimenter les data centers, dont on sait qu'en gros, ils consomment 10 fois plus au mètre carré qu'un data center normal, pour dire les choses très grossièrement. Donc, pour l'instant, ça va encore à peu près. L'Agence internationale de l'énergie annonce une crise majeure sur l'énergie, c'était ce matin, qui serait supérieure au choc pétrolier de 73, plus la crise Ukraine 2022 cumulée. Donc, c'est pas rien. Et par-dessus le marché, si le détroit je regarde mes notes, Bab el-Mandab est coupé, c'est-à-dire l'autre détroit qui est au sud de la péninsule arabique, si celui-là est coupé, à ce moment-là, c'est 50% des réserves pétrolières qui sont déconnectées du marché. Traduction, là par contre, là ça va vraiment barder, et partout dans le monde où l'électricité est fabriquée avec de l'énergie fossile, donc pas trop chez nous, mais surtout ailleurs, ouais. Évidemment, ça va être compliqué d'alimenter des gros data centers énergivores, forcément, et il y aura des arbitrages publics qui sont rendus, forcément. Une réaction en plateau, Julien ? Beaucoup de choses à dire, mais bon, déjà, le tableau dressé par Vincent est assez sombre, et on va essayer d'éviter d'en rajouter encore un petit peu. Mais c'est vrai que parmi ce que Vincent n'a pas dit, il y a aussi les conséquences du blocage du détroit d'Ormuz, notamment en matière d'approvisionnement en hélium. L'hélium qui est aujourd'hui nécessaire à la fabrication de tout un tas de semi-conducteurs, notamment en phase de gravure. Et effectivement, on commence déjà à sentir des répercussions sur le prix de certains composants qui sont essentiels à des data centers, mais aussi à de l'électronique grand public, notamment en matière de mémoire vive, par exemple. Puis, sur les questions des data centers, on feint de redécouvrir que dans les guerres plus conventionnelles, il était d'usage de couper les voies de communication, d'attaquer les infrastructures critiques, notamment les ponts, notamment les centrales énergétiques, ce genre de choses. Et dans un monde qui est extrêmement interconnecté, où une grosse partie de la richesse transite aujourd'hui par des pixels dans des tuyaux et traités par des data centers, bah oui, effectivement, des data centers deviennent des cibles stratégiques comme d'autres. Ouais. Et ça aura des répercussions économiques parce que, effectivement, les polices d'assurance vont augmenter. Et puis, évidemment, les prix de sécurisation de ces data centers, ou éventuellement peut-être de faire retransiter les données dans des endroits peut-être un peu plus sécurisés, ce ne sera pas neutre. Imen ? Oui, moi je suis assez d'accord avec toi, je pense que le vrai risque, et je trouve que le tableau que vous avez dressé est plutôt plus positif que la réalité, parce que moi je crains que tout ce qu'on a, l'explosion du prix de l'énergie, la crise sur l'hélium, etc., va tirer les prix de la tech vers le haut, et peut-être qu'on va précipiter peut-être sa fameuse bulle de l'IA, qui n'est pas vraiment une bulle de l'IA, qui est une bulle de l'infrastructure, et elle va peut-être exploser là, et peut-être consolider le marché de l'IA autour d'acteurs qui sont très financièrement solides, et dans des zones plus stable et mieux connecté. Ouais, Stéphane ? Moi, je dirais quand même pas de panique, parce qu'on sait qu'on est en surcapacité en termes d'infrastructure. Il y a eu de l'investissement, donc a priori. Donc oui, c'est vrai qu'on se rend compte que ce sont des cibles stratégiques, mais aujourd'hui, on a toutes les capacités pour faire tourner tout ce qu'on veut. Donc... Raison gardée. Raison gardée. Ok, très bien. Merci. Merci beaucoup. Et merci à Vincent Baloué d'avoir partagé avec nous son regard et son expertise. Je rappelle que vous êtes le patron de Maîtrise des crises. On enchaîne, nous, avec notre sujet autour de la protection des mineurs. Donc, on a le ministre de l'Éducation nationale qui est monté au créneau en signalant TikTok auprès du parquet de Paris. Voilà, en fait, selon lui, il y aurait plusieurs infractions du réseau social qui seraient susceptibles d'être caractérisées. Donc, il cite la provocation au suicide, la collecte, le transfert illicite de données personnelles. Pour ça, il s'appuie sur plusieurs études, mais aussi sur le document réalisé par France 2. Excellent. D'ailleurs, je vous invite tous à regarder Influence mortelle, la face cachée de TikTok. Voilà.
il l'a vu, il a même fait sa propre expérience. Il a créé un compte sur TikTok, un compte factice pour se faire passer pour un mineur. Et puis il a constaté ce qu'on voit déjà dans le documentaire et ce qu'on peut constater déjà par nous-mêmes, cet enfermement très rapide dans des bulles délétères, complètement, dangereuses, et qui peuvent mener au pire. Donc, je voulais avoir déjà à savoir, est-ce que vous l'avez vu ce document ? Et voir comment vous abordez cette question, parce que on tourne toujours autour du sujet de l'interdiction, pas l'interdiction et tout ça. Est-ce que vous pensez qu'on prend le sujet par bon bout aussi ? Stéphane, vu ou pas vu déjà le document ? Pas vu, bon. Mais bien vu que TikTok n'était pas aussi blanc qu'on le pense. En fait, c'est exactement la même question que les modèles de langage. Ces modèles et ces réseaux sociaux transportent des valeurs. Ces valeurs, on ne peut pas les laisser à d'autres. Il faut les maîtriser, il faut les réguler. Et comme moi, j'ai l'habitude de le dire dans l'IA avec les modèles de langage, on ne peut pas mettre n'importe quoi dans les mains de nos enfants parce que les pauvres, eux, n'ont pas cet esprit critique que nous devrions avoir. On n'est encore pas sûr de l'avoir à cause de l'effet Elisa. Le fait que ça soit anthropomorphique, en fait, absolument, on prend tout comme si c'était vrai, mais ça ne l'est pas. Et donc, en fait, il faut absolument réguler cette partie des réseaux sociaux pour nos enfants. On l'a vu aussi avec Facebook. Facebook met des fausses annonces et ne modère pas. Et donc, en fait, on se retrouve dans un univers, on laisse nos enfants, finalement, dans un univers hyper dangereux. Et on l'a vu aussi, rappelez-vous, avec cette excellente série Adolescence. Oui. Et qui montre ô combien nos enfants peuvent être, alors qu'ils sont tout à fait normaux, bien élevés, amenés à faire des choses qu'ils n'auraient pas fait. Oui, Julien. Oui, Noriman. C'est gentil. Tant mieux qu'on commence à regarder ces véritables bombes à retardement psychologique, psychique, cognitive. Est-ce que c'est bien de réguler ? En tout cas, moi, je trouve bien qu'on expose en fait ces fournisseurs de tech aux dérives auxquelles ils ont recours. Il y a la réaction de M. Jeffrey, mais aussi aux États-Unis, les procès contre Meta qui ont été d'ailleurs que Meta a perdu. Il y a aussi le Nouveau-Mexique qui interdit, qui condamne certains réseaux sociaux, et moi je trouve ça, tant mieux qu'on révèle un petit peu les dérives d'un modèle qui repose sur la captation de l'attention, et peut-être que c'est la fin de ce modèle-là, j'en sais rien. C'est bien qu'en tout cas, aussi en France et en Europe, on ne soit pas juste dans l'appel à l'interdiction, mais qu'on appelle les plateformes à réagir et à répondre finalement aux obligations du DSA, parce que le Digital Services Act est censé faire ça. Tout à fait. Il est censé demander aux plateformes de prévenir les risques systémiques de leurs algorithmes. Et pour l'instant, on a l'impression qu'on parle dans le vide en Europe là-dessus. Non, c'est que le temps juridique est un temps qui est long, qui excède très largement le temps des affaires et le temps des scandales. Mais aux États-Unis, pour compléter ce que vient de dire Imen, ce qui a été extrêmement intéressant, et ça date de la semaine dernière, c'est 2 décisions coup pour coup de tribunaux inférieurs, un au Nouveau-Mexique à Santa Fe et l'autre à Los Angeles, qui ont condamné respectivement Facebook, Instagram, Meta en fait, et Meta plus Google, YouTube, non pas sur le fondement de la section 230 du Communication Act, sur lequel en fait ces entreprises organisaient leur défense juridique en disant on ne peut pas être tenu responsable des contenus qui transitent sur nos plateformes, attendu que nous n'en sommes pas les producteurs, mais sur la base du product liability, c'est-à-dire en fait la qualité intrinsèque du produit. Et ce qui a été retenu par les tribunaux en question, c'est que intrinsèquement ces plateformes, parce qu'elles sont codées d'une certaine façon, parce que les algorithmes sont entraînés pour réagir ou surréagir d'une certaine façon, et que très peu est fait en fait pour les canaliser, pour les réguler, en fait elles sont nocives, comme peut être le tabac, comme peut être l'alcool, ou comme peut être des stupéfiants en vérité quoi. Et ça, je pense que ça ouvre une brèche historique dans laquelle en fait toutes les juridictions internationales, avec les armes dont elles disposent, et chez nous ce sera plutôt le DSA, vont pouvoir effectivement agir en fait. Parce que nous on a cette arme bien avant que les États-Unis l'aient sortie, mais pour l'instant on l'a pas du tout utilisée. Moi je voulais quand même féliciter notre ministre de l'Éducation nationale d'avoir engagé cette démarche et testé par lui-même, et je trouve juste dommage que finalement
Pour terminer sur une note positive, comme Stéphane tout à l'heure, finalement, on ne s'intéresse à ces sujets au niveau politique que quand c'est une catastrophe. On ne regarde que la face sombre. Si on les prenait peut-être un petit peu en amont, ces sujets technologiques, on éviterait de se faire dépasser, à mon avis. Oui, mais attention. Je l'invite à regarder Smart Tech plus régulièrement. Attention de ne pas se faire targuer de réguler trop tôt, ce qui s'est passé avec l'AIA Act, par exemple. C'est pas forcément pour réguler, mais déjà se tenir informé. Savoir ce qui arrive et pouvoir s'y préparer. C'est ça qui me semble essentiel. Et c'est vrai parce qu'en fait, c'est pas nouveau, parce qu'avec les smartphones, avec le temps qu'on passe sur les smartphones, on incrimine beaucoup les plateformes l'IA, mais en fait, ça a commencé bien avant, aujourd'hui. Donc, et puis, c'est pas qu'un problème de mineurs, parce que les adultes ont un problème d'addiction aussi aux réseaux sociaux. Tout à fait. On a aussi un problème avec le personnel politique qui ne comprend pas finalement la technologie. Exactement. Et qui arrive très tard. Il faut qu'on lui explique longtemps. Absolument. Et donc, en fait, l'appel qu'on pourrait faire, c'est amenez-nous plutôt du personnel politique, plutôt ingénieur que énarque en ce moment, parce que on est dans des problématiques technologiques partout. Ouais. Et on est en train de changer. Et il faut se confronter à cette complexité. Il faut l'accepter, la comprendre, l'anticiper. Ouais. Et on est dans un changement de monde technologique, mais aussi politique. Ouais. Je pense que le personnel politique n'est malheureusement plus adapté à ce nouveau monde. Allez, on passe à notre revue de presse, parce qu'on a commencé à pas être temps, mais on va continuer. Alors, on va citer le Figaro, qui titre « Moins d'un an après son lancement, OpenAI abandonne son réseau social vidéo IA, qui s'appelle Sora ». Donc, carton rouge, vous trouvez que c'est une grosse bêtise de la part d'OpenAI d'abandonner Sora, ou carton vert, vous dites que finalement, OpenAI a bien raison, c'est tout à fait judicieux. Et voilà, nous sommes tous d'accord. Mais vous allez chacun me donner votre raison. Pourquoi c'est une bonne décision déjà d'un point de vue économique. Du point de vue économique, je pense que c'est la maîtresse de toutes les décisions. Enfin, en tout cas, c'est le principal argument, je pense qu'il faut retenir. C'est que Sora brûle énormément de cash. OpenAI a besoin de cash pour pouvoir réaliser les investissements qu'il a à faire dans les data centers l'année prochaine, mais aussi et surtout faire face à des nouveaux challengers qui deviennent des compétiteurs de premier plan, notamment Anthropic. Donc, besoin de cash. Sora, c'est quelque chose qui brûle du cash et qui en plus expose OpenAI à des poursuites juridiques à n'en plus finir, qui pourrait à terme s'avérer complètement explosive. Donc je pense que là c'est la raison qui a gouverné et la fermeture de Sora est plutôt judicieuse pour l'économie. Il laisse ses concurrents avancer sur ce terrain aussi. La nature ayant horreur du vide, évidemment on peut penser que les concurrents s'en réjouissent. Pourquoi un carton vert, Imen ? Un carton vert parce que, je suis d'accord, économiquement, c'était la chose la plus intelligente à faire. Un peu s'attaquer au marché B2B face à la pression concurrentielle de Google, tu le disais, et d'Anthropic. Voilà, parce que c'est ce qui rapporte de l'argent, ça sécurisait des contrats avec les entreprises pour vendre du code, de la productivité, etc. Donc, en ce sens-là, c'est arrêtez de vous disperser. Carton vert, pourquoi, Stéphane ? Parce que OpenAI est un peu à la dérive au point de vue de sa vision, on le voit, et est en train de se repositionner et le marché de se segmenter. On les voit revenir plutôt vers des applications pour les collaborateurs d'entreprise, ne serait-ce qu'avec le lac hire de OpenClaw, en fait, qui va leur permettre en fait d'avoir un outil qu'ils vont pouvoir vendre aux entreprises, alors que Sora, finalement, c'est vrai, c'était vendu certainement aux créateurs, mais il n'y en a pas tant que ça. Alors qu'il y a un marché énorme qui s'ouvre. Et ce que l'on a vu, et c'est pour ça que je parle de dérive un peu d'idiot, c'est qu'on les a vus démarrer, vous l'avez vu, par un navigateur Atlas dans ce qu'on appelle un wall garden, avec des partenaires spécifiques. Mais malheureusement, ça, on sait que ça ne dure pas longtemps quand les concurrents arrivent avec les mêmes navigateurs. Donc là-dessus, il fallait pas le faire, ils se sont trompés. Et là, et donc ils ont dû brûler beaucoup de cash. Et là, eh bien, ils sont followers. Ils sont followers sur cette partie B2B parce qu'on voit Anthropic avec Claude Cowork qui est très en avance. C'est vrai. Qui est en train de pratiquement prendre le marché. On voit Microsoft aller chercher Claude Cowork qui est intégré dans Copilot. Et loin derrière, on a OpenAI qui court et qui est trop loin. Et donc là,
ils avaient intérêt à faire du nettoyage. Ouais, Voilà. se recentrer, comme ils disent, Voilà. sur Faut se leur cœur recentrer. d'activité. Moi, j'ai mis un carton vert pour une toute autre raison. C'est que je trouve qu'il faut arrêter de mettre des produits sur le marché sans avoir commencé à évaluer le début des risques avec ces outils. Voilà. On passe à notre autre actu. Public Sénat, je cite, une proposition de loi PS pour encadrer l'implantation des data centers en France. Donc, le sénateur socialiste s'appelle David Ross. Carton rouge, vous trouvez que c'est une bonne proposition de loi. Carton, l'inverse, une mauvaise proposition de loi. Carton vert, vous trouvez que c'est un bon texte. Vous l'avez lu, évidemment. Ouais, moi, j'hésite. Ok. Ouais, j'hésite aussi. Allez, on va mettre quand même un vert, on va être sympa. On est sympa. Alors, on commence par les rouges. Allez. Pourquoi rouge, Humaine? Parce qu'on en a marre Qu'est-ce qui vous a pas plu de sur ce texte? Non, mais parce que arrêtons Trop la de texte. Non, mais trop de texte, trop de Mais- bureaucratie, etc. On est dans une urgence. On est dans un pays qui a quand même un avantage compétitif autour des prix de l'énergie. C'est le moment d'attirer à nous des data centers, des investissements. Oui, un investisseur qui avait prévu d'investir dans les data centers qui part le faire aux États-Unis. Donc non, voilà, pas de bureaucratie. On en a marre. On a besoin de refaire marcher la, Ah oui, la mais pompe. c'était aussi pour répondre aux inquiétudes des élus locaux Mais- qui ont l'impression d'être un peu dépassés et puis aux problématiques environnementales aussi, de gestion de l'énergie. Mais, Et tout ça. mais ça n'empêche pas en fait de les traiter, etc., de façon intelligente. Ouais, Stéphane. On a une énorme opportunité de créer de la valeur, de créer de l'emploi, de créer, d'être nous-mêmes au centre du monde avec cette énergie extraordinaire décarbonée qui est à notre disposition. Moi, je propose qu'on régule le positionnement des boulangeries aussi. Mais pourquoi pas? Non, mais on en Il y est en là. a trop. Il y en a trop. Ok. Non, mais, Ouais, non, ça mais- pose moins de questions mais quand même non, que les mais il n'y a data pas de question. Là, il faut y aller, il faut courir. C'est une opportunité extraordinaire. Il y a quand même la possibilité pour les très grands projets, les giga data centers, je ne sais plus comment on les appelle, les méga data centers, Gigafactory. Ouais. les gigafactories, Les merci hyperscalers. Imen, de passer en mode accéléré et outre justement toutes les limitations. Alors nous, on est plutôt. Moi, on j'étais s'est dit que c'était plutôt pas mal. Plutôt Pourquoi, vert parce Julien que je voulais souligner quand même l'intention. Ouais. Étant très souvent sur le terrain, pour le coup, je me rends compte qu'il y a beaucoup de fantasmes qui circulent autour des data centers au niveau local, des fantasmes autour de surcoûts écologiques qui ne sont pas forcément établis comme tels par la science. Également sur les destructions d'emplois qui seraient facilitées de façon certaine par les développements des services issus des data centers. Donc en vérité, il y a beaucoup de réticences locales. Et si on peut avoir un projet de loi qui permet au moins d'engager le débat sur des bases scientifiques un peu plus solides et pour permettre justement un déploiement peut-être un peu plus rapide que freiner de ces data centers au niveau local, je vois ça plutôt d'un bon œil. Mais effectivement, pas trop de bureaucratie quand même. Ouais, voilà. Moi aussi, j'hésitais, mais j'ai mis vert parce que je me dis ça crée un peu de transparence et peut-être un partage de règles communes, voilà, au niveau national. Allez, notre actu à travers Le Monde. C'est Le Monde qui titre Mistral AI emprunte 830 millions d'euros pour financer ses propres data centers. Donc carton rouge, je vous dis, c'est de la folie, là, franchement, n'importe quoi, Mistral. Ou alors, excellente décision, carton vert. Tadam. Ah ben, je vois pas Stéphane et Imen. Ok, on est tous d'accord. Excellente décision selon vous. Parce que... Parce que il faut que Mistral, comme tous les autres éditeurs de modèles, ait la capacité d'héberger ses propres modèles et surtout de les créer. Et ce qui va arriver, ce que l'on voit... Oui, mais je me fais un peu l'avocat du diable. On peut aussi dire chacun son métier. Non. Pourquoi? Non, mais Parce que créer des modèles. Je veux comprendre. Ah, ok. Et donc, vous avez vu qu'on a l'arrivée des agents autonomes. Et ces agents autonomes vont permettre de faire des workflows. Ouais. Des workflows qui vont permettre d'automatiser certaines tâches dans certains processus. Et là, on va être obligé de créer non pas des LLM, Large Language Model, mais des SLM, Small. Oui. Et si on n'a pas la possibilité de les adapter à la tâche qu'on va faire, eh ben en fait, on va payer très cher des large language models pour un SLM Oui, qu'on mais on pourrait peut faire. trouver des data centers dans le commerce aujourd'hui. Non, On n'est pas obligé d'avoir non, son il propre faut data que center. tout Je fais soit- l'avocat du diable. Il parce faut que que je tout suis, soit bien d'accord avec intégré. Il faut que l'éditeur donne sa plateforme. Regardez AWS. AWS qui lui aussi donc héberge et donne la possibilité de fine-tuner des SLM. Et en fait, tout l'enjeu en fait de cette partie agent autonome va être
d'être capable de construire ces fameux SLM, mais aujourd'hui personne n'en parle, mais c'est ça l'enjeu. Fine-tuner pour avoir le plus petit SLM qui coûte le moins cher et avoir un workflow qui fait le job. Et maîtriser donc toute la chaîne. Voilà. Ouais, d'accord avec ça, Julien. On ne maîtrise pas toute la chaîne parce qu'il y a des limites comme l'intégration verticale. Je rappelle quand même que dans ces data centers, il y aura des GPU NVIDIA. Pour l'instant, ils ne rachètent pas NVIDIA. Qu'on soit d'accord. Qu'on soit d'accord. Non, mais il n'en demeure pas moins que tout ce que tu as dit est parfaitement frappé du sceau du bon sens. J'ajouterais aussi que c'est le moment de le faire pour Mistral, parce qu'ils ont eu des revenus qui ont très largement bondi l'an dernier, qu'ils ont plutôt la capacité de lever des fonds assez facilement aujourd'hui sur le marché, et qu'effectivement, cette intégration verticale partielle, mais néanmoins stratégique, va permettre à Mistral de pouvoir construire ses succès futurs. C'est le moment de le faire, il faut y aller. Ok, Imen. Moi, je suis absolument d'accord sur le fait que ça les préserve d'une crise majeure. Et effectivement, ils sont autonomes sur la phase d'entraînement de leur modèle, donc c'est très bien. Après, sur le moment de le faire, on est quand même dans une espèce de crise d'infrastructure de l'IA. On a peut-être des problèmes d'approvisionnement des puces, et je ne sais pas s'ils auront les 14 000 puces vraiment en temps et en heure. Donc je pense que sur le timing, ça ne pouvait pas plus mal tomber. Même si, je pense, stratégiquement, c'était très bien de faire un truc très verticalisé. Après, il faut le temps de les construire, ces data centers. Enfin, ils annoncent 2027, me semble-t-il, pour ça. Donc, c'est pas hyper rapide. Alors, je crois que 2027, rapide, ouais. c'est en France. Hein. Non, c'est encore plus ambitieux que ça, en fait. Deuxième trimestre 2026 pour sur celui la France. C'est sur les et 2027 pour la Suède. Au niveau européen, en Suède, tout à fait. Donc, c'est quand même des délais extra courts qu'ils imaginent là, non? Enfin, je sais pas. Moi, quand j'entends les spécialistes des data centers, ils sont plus prudents que ça sur. Après, ils partent sur des choses qui sont déjà disponibles, qui sont déjà connectées au réseau RTE, notamment pour les SON. Donc c'est raisonnable. Après, moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est l'approvisionnement du coup des puces. Oui. Parce que j'imagine qu'ils ont pris quelques garanties en amont quand même malgré tout. J'espère avec leur Et c'est quand même un gros endettement. Alors, on peut se dire, moi aussi, j'ai mis vert parce que je me dis que c'est ambitieux. Et que c'est quand même dans la logique aujourd'hui de la recherche d'autonomie stratégique dont l'Europe et la France ont besoin en matière de numérique. Mais c'est quand même une grosse prise de risque, quoi. Mais on a besoin aussi d'une vision cloud dévolue à l'IA. Et aujourd'hui, on dépend de AWS, on dépend de Google. Si eux sont capables de nous amener cette brique non seulement matérielle, mais aussi logicielle, c'est la partie souveraineté qui est excellente. Et ça fait de Mistral AI encore plus vraiment le porte-étendard aujourd'hui de notre autonomie en matière d'IA en Europe. Absolument. Merci beaucoup. On arrive à la fin de ce débrief qui était en direct sur Bismart. Merci Imen Kabouya d'avoir été avec nous de chez Wavestone, Stéphane Roder d'AI Builders et Julien Pillot de l'INSEC. Merci à tous de nous suivre. Merci à Émilie Roche qui est à la programmation de cette émission, aux équipes de Bismart pour la réalisation. Je vous donne rendez-vous très vite puisque cette émission Spartech est aussi là le lundi pour d'autres sujets, d'autres débats sur la tech.